Madame, Monsieur, bonjour. C'est avec un réel plaisir que nous vous retrouvons pour cette émission Morning Live. Morning Live que j'ai encore le plaisir d'animer puisque Dieu a permis que je réponde véritablement présent sur ce plateau. Vous êtes aussi la bienvenue, Madame, Monsieur. Le franc CFA, oui, le franc CFA qui est la dénomination de la monnaie commune de 14 pays africains membres de la zone franc. Eh bien, ce sera donc le premier sujet que nous allons décortiquer au début de cette émission, oui. Premier sujet donc qui nous permettra véritablement de nous appesantir sur les tenants et aboutissants du franc CFA, oui. 14 pays africains qui sont véritablement encore sous le genou du colonialisme, si vous permettez que je m'exprime en ces termes. Et en deuxième partie de cette émission, nous allons parler des chefs d'État et de gouvernement africains qui donnent priorité aux scènes étrangères de radiodiffusion et de télévision. Voilà donc l'ossature de cette émission, j'allais dire le décor véritable de cette émission que j'ai encore le plaisir d'animer. Madame, Monsieur, vous êtes certainement devant votre petit écran. Prenez donc ce rendez-vous. Invitez les autres aussi qui ne vous ont pas encore emboîté le pas de prendre position devant leur petit écran pour suivre cette émission. J'ai sur ce plateau des invités, pourquoi pas des confrères à moi. Le premier invité, il a nom Alphonse Moïse Soudé, journaliste de formation et consultant. Oui, consultant. Ce n'est pas facile de l'être, n'est pas consultant qui veut, c'est celui qui peut véritablement, qui joue ce rôle-là. Alphonse Moïse Soudé, bonjour. Bonjour à vous, Modeste, bonjour à toutes et à tous. Merci de prendre le rendez-vous avec nous tous les samedis matins. C'est un plaisir, véritable de vous retrouver encore parce que vous respirez la forme. Je vous remercie. N'est-ce pas? Merci donc à mon ami Moïse Soudé. Juste à ma droite, Léonard Soné. Bon, Léonard, bonjour. Bonjour Modeste, bonjour à toutes, bonjour à tous. Oui, n'est-ce pas? Oui. Un bonjour laconique ou c'est un bonjour qui permet aux gens de s'asseoir? De s'asseoir et de déguster toutes les analyses qui seront dans quelques instants données par les analystes que nous sommes, qui sont déjà sur ce plateau. Merci Léonard Sonaïpon. Valentin Djibocha, le retour samedi dernier, dimanche dernier, vous nous avez manqué, mais on est heureux de vous retrouver, Valentin Djibocha. Merci Modeste, merci et bonjour à tout le plateau, bonjour aux amis téléspectateurs et merci de prendre le rendez-vous. Nous allons rentrer dans les détails d'ici là. N'est-ce pas? Alors, en face de vous, votre jeune confrère Aristide de Kanoussou. Oui, Aristide, bonjour. Bonjour Modeste Anévanou, bonjour à tout le plateau, et bonjour à tous ces téléspectateurs qui nous regardent. C'est un plaisir de prendre encore le rendez-vous. On aura également sur ce plateau un autre invité, lui là non, James Jaurès Sogossi, qui véritablement mène un combat contre le franc CFA. Il viendra nous dire les raisons essentielles qui justifient ce combat qu'il mène, surtout que les chefs d'État africains, en tout cas les chefs d'État de l'Union économique et monétaire ouest-africaine et pourquoi pas de la CEMAC foncent encore la tête baissée dans cette monnaie que la France a imposée donc aux colonies, puisque le pacte colonial dans une certaine mesure continue. Mais direction de l'autre côté de la rédaction où notre consoeur a déjà pris position pour nous permettre de prendre la température du monde avant de revenir sur ce plateau pour décortiquer les différents sujets à l'ordre du jour. Direction donc la rédaction avec la permission de ceux qui sont de l'autre côté de la baie vitrée. Modeste Aliwanou, bonjour. Merci de m'accorder donc l'antenne pour le journal de Morning Live. Mesdames et messieurs, bonjour. Nous démarrons donc avec cette actualité. Et oui, la multiplication des moyens de diffusion et des canaux de télévision va en effet bien au-delà de la capacité des pays d'alimenter ces moyens en programme de qualité. C'est pourquoi les gouvernements européens financent leurs médias qui vont à la conquête du paysage africain avec notamment l'intervention permanente des chefs d'État africains. Suivez donc le commentaire de la rédaction de Gulf TV Africa à cet effet. Poursuivant sans relâche dans sa dynamique de mettre un terme définitif au diktat des puissances occidentales, le colon notamment, afin de procéder à l'éveil des connaissances et au changement ultime des mentalités, l'Afrique des intelligences et des libertés s'autorise désormais à se prononcer sur tout événement en Afrique et dans le reste du monde. Suivez alors et de façon permanente des analyses, commentaires, des éditoriaux et autres chroniques sur Gulf TV Africa et Gulf FM Africa. Nous ne tiendrons compte que des intérêts du continent et c'est le seul réveil de l'Afrique qui constitue notre unique préoccupation.
Ces anciens colons, en effet, poursuivent allègrement leur néocolonisation en Afrique, injectant plusieurs centaines de milliards dans leurs médias, des médias essentiellement conçus pour assujettir le continent et ses fils. Tenez, l'État français injecte tous les ans environ 175 milliards de francs CFA dans France 24 et Radio France Internationale RFI, soit un total de plus de 5 ans de budget cumulé des grandes villes du Bénin, Cotonou, Porto Novo et Parakou. La Grande-Bretagne, l'Angleterre donc, injecte tous les ans environ 300 milliards dans BBC World, soit plus de 9 ans de budget cumulé des grandes villes du Bénin. Et ce n'est pas tout. La radio-télévision publique allemande, la Deutsche Welle, se voit injecter par le gouvernement allemand environ 257 milliards de francs CFA, soit plus de 8 ans de budget cumulé des grandes villes du Bénin, Cotonou, Porto Novo et Parakou. Conclusion, c'est à une véritable guerre médiatique que nous assistons, avec des répercussions aussi bien dangereuses, sinon pire que les guerres par les armes de destruction massive. Puisqu'ici, on déverse par médias interposés des informations pour abrutir les peuples africains, les infantiliser, les avilir, les soumettre et les convaincre à accepter que le colon est leur maître absolu, leur Dieu, et qu'ils n'ont de vie et d'avenir que par lui. Un processus de zombification en somme des Africains mis en chantier depuis plusieurs siècles. Avec ces milliards, on arrose nos compatriotes africains de fausses informations de façon à les amener à se renier eux-mêmes du plus profond de leur être. Leur représentation diplomatique mise à contribution, ils contraignent nos chefs d'État à leur accorder des entretiens exclusifs, imposant dès lors aux populations à ne suivre que leur chaîne. Ce que se doivent de s'interdire très rapidement et complètement les dirigeants africains en dotant les médias du continent, médias publics et privés, de moyens suffisants pour basculer et inverser la tendance. Les médias de chez nous en Afrique, soutenus et accompagnés, éveilleront mieux la conscience des Africains sur les vrais enjeux que le colon assidûment et continuellement tente de nous cacher. Dieu qu'on ne cesse de s'interroger sur les réelles motivations de nos dirigeants à se laisser aller à de pareils asservissements et dénigrements. Pourtant, ce ne sont pas les populations occidentales qui élisent les dirigeants africains. Il n'est donc pas de raison qu'ils nous astreignent à les regarder et à les écouter sur les chaînes coloniales. Sinon, comment comprendre que les exclusivités de nos dirigeants ne sont telles que sur RFI et France 24, des chaînes que les colons eux-mêmes ne suivent jamais. Suivant ces exemples des chefs d'État, les ministres, directeurs généraux et autres hautes personnalités de nos pays ne font que leur emboîter les pas. Nous obligeons donc à suivre ces chaînes, méprisant totalement et royalement les médias du continent. Nos dirigeants n'en ont pas le droit, mais aucun droit de nous forcer à suivre les chaînes coloniales. Et c'est là une façon d'être auteur et complice de la perpétuation de la colonisation. L'Afrique des intelligences et des libertés ne se laissera jamais plus imposer par les autres leur volonté hégémonique. Nous allons analyser et décrypter tous les faits avec détermination et courage pour sortir les Africains de la naïveté dans laquelle on les soumet. Il va falloir nous réapproprier notre histoire, mieux l'enseigner à nos enfants pour affirmer irrévocablement notre identité et avoir l'estime de nous-mêmes. Nous allons agir, changer et booster les mentalités pour permettre aux Africains de vivre dans un monde multipolaire, monde fait d'égalité, de justice et de liberté. C'est désormais et en permanence sur Gulf TV Africa et Gulf FM Africa. L'Afrique des intelligences, des libertés et du développement résistera et gagnera. Et oui, commentaire très poignant, signé Charbel Ayou. Nous poursuivons donc avec cette actualité. La France est liée par des accords de coopération monétaire avec 3 zones monétaires africaines. L'Union économique et monétaire ouest-africaine, UEMOA, la Communauté économique et monétaire d'Afrique centrale, CEMAC, et l'Union des Comores. Le franc, dit CFA, désigne en réalité 3 monnaies distinctes et suscite parfois des interrogations, voire peut faire l'objet de certaines contre-vérités. Nous vous proposons tout de suite cet élément sur la situation actuelle du franc CFA. Regardez.
26 décembre 1945, jour où la France ratifie les accords de Bretton Woods et procède à la première déclaration de parité du franc CFA au Fonds monétaire international. 26 décembre 2015, voici 70 ans que le franc CFA, franc des colonies françaises puis franc de la communauté française d'Afrique, est émis par la Caisse centrale de la France d'outre-mer. Le jeu monétaire est celui-ci. Dans les 14 pays d'Afrique au sud du Sahara, 8 pays d'Afrique occidentale et 6 d'Afrique centrale, plus les Comores. La parité d'abord a été de 1 franc français pour 50 francs CFA, puis 1 franc français pour 655 francs CFA depuis l'avènement de l'euro. Dans ce parcours, des dates sont à retenir. 1958, le franc CFA devient franc de la communauté française d'Afrique. Nous sommes à l'orée des indépendances. 1962, le Mali, puis le Madagascar quittent le système pour des raisons idéologiques. Le Mali réintégrera le système en 1984. Chemin faisant, 2 pays vont intégrer le système monétaire. Il s'agit de la Guinée équatoriale en 1985 et la Guinée-Bissau en 1997. Et voilà, donc ce sera tout pour ce bulletin d'information. Merci Modeste Aliwanou. Merci mesdames et messieurs de nous avoir suivis, de m'avoir suivi. Très bonne suite donc sur cette émission avec bien sûr mes collègues. Naomi Soumanou, merci donc pour ce point de l'actualité. Oui, la température du monde, vous avez planté suffisamment le décor donc des 2 sujets qui seront débattus au cours de cette émission. Notre ami James Ojores-Sogossi, désormais sur le plateau, analyste économique. James Ojores, bonjour. Bonjour monsieur le journaliste. C'est un plaisir pour nous de vous avoir sur ce plateau. C'est nous qui vous remercions. Vous êtes suffisamment aguerri. On peut y aller, n'est-ce pas? On peut y aller. On peut y aller. Oui. Merci. Alors, première question, avant donc cette question, il faut dire en Afrique de l'Ouest, nous avons l'Union économique et monétaire ouest-africaine, avec 8 pays, Valentin Diboucha. Nous avons la Côte d'Ivoire, le Bénin, le Burkina Faso, la Guinée-Bissau, le Mali, le Niger, le Togo, qui utilisent le franc français, j'allais dire le franc CFA en commun, qui a une parité entre-temps avec le franc français et qui aujourd'hui a une parité avec l'euro. Alors, Valentin Diboucha, première question, le franc CFA. Qu'est-ce que cela représente pour les pays de l'Union économique et monétaire, de la CEMAC, et pourquoi pas des Comores tout à l'heure, puisque Naomi nous a dit et nous a permis de comprendre que les Comores également ont un franc comorien, mais qui est véritablement collé aussi au franc CFA. C'est la monnaie de l'esclavagisme, c'est la monnaie de la soumission, c'est la monnaie, n'est-ce pas, qui permet de maintenir les États d'Afrique de l'Ouest et d'Afrique centrale qui, n'est-ce pas, sont arrimés à la France dans le colonialisme et aujourd'hui le néocolonialisme. Et vous allez comprendre que toutes les voix qui ont essayé de se lever, n'est-ce pas, pour aller contre cette monnaie-là, ont rencontré donc une opposition franche et farouche de la France. Autrement dit, lorsque vous écoutez les discours constants de nous faire inoculer depuis depuis le 20 mai 2022, les discours qu'on essaie de nous inoculer vont pratiquement à l'encontre de ce qui est caché derrière, n'est-ce pas? Le colonisateur, aujourd'hui devenu néocolonisateur, tente de manipuler les pays africains. Je pense que lorsque nous serons en profondeur dans le débat, on va revenir sur les détails. James Ojores-Sogossi, analyste économique, le pacte colonial. Analyste économique, c'est bien ça. Exact. Le pacte colonial, on le connaît. C'est un accord économique et système de mise en valeur et d'organisation imposé à la colonie par la métropole. Exact. Alors, est-ce que cela continue parce que le franc CFA, on n'arrive pas à comprendre pourquoi ce franc est maintenu pour certains pays de l'Afrique? Le franc CFA, à part tout ce qu'on sait de lui, c'est cette monnaie qui permet que nous soyons sous-développés, que la France soit développée, pour caricaturer. Tant qu'il y a le franc CFA, nous continuerons d'importer massivement de l'étranger, le franc CFA étant à la base destiné à ce que les importations viennent principalement de la France. Mais la Chine est après rentrée dans le jeu et on a dû tourner vers la Chine sans pouvoir détruire le franc CFA. Qu'est-ce que le franc CFA fait concrètement? Le franc CFA permet à la France de nous empêcher d'avoir les crédits bancaires pour pouvoir industrialiser, pour pouvoir produire chez nous les produits que nous importons,
que nous étions supposés importer de la France. C'est ce qui fait que nous ne pouvons pas créer des emplois, nous ne pouvons pas payer des salaires décents. Ne payant pas des salaires décents, nos fils seront obligés de traverser la mer après pour aller faire les sous-emplois en Europe, en France naturellement, continuant ainsi d'entretenir un esclavage à vie. Et si ça ne disparaît pas, ce serait à perpétuité. Mais ce ne serait pas à perpétuité parce que la jeunesse africaine, les Africains de plus en plus s'éveillent, se réveillent, et qu'on le veuille ou non, ce système va s'écrouler d'ici là. Vous en êtes sûr? Très sûr. Qu'est-ce qui peut faire, faire écouler ce système-là si les chefs d'État africains ne sont pas encore décidés, si parmi les chefs d'État, il y en a qui sont de véritables valets qui appartiennent à la France? Les valets qui appartiennent à la France, nous les connaissons, et puis qu'on le veuille ou non, certains sont déjà d'un certain âge et ne feront plus long feu. Les autres, les militaires, ne cesseront de prendre leurs responsabilités pour évincer du pouvoir ceux qui, visiblement, ne sont pas là pour faire la volonté populaire, mais pour faire la volonté de la France. Nous observons déjà le cas depuis le Mali, le Burkina Faso et ailleurs. Et ça va continuer dans ce sens parce que si on a un esprit de patriotisme, on ne peut pas continuer à voir que nos populations souffrent, on ne peut pas continuer à voir que les gens n'ont pas accès à la santé, n'ont pas accès à des revenus dignes de ce genre pour pouvoir vivre dignement avec leur famille, alors qu'ailleurs, on vit avec des salaires. Le minimum de salaire en France aujourd'hui tourne autour de 1 900 €, ça fait environ 1 million et quelques pour les balayeurs de rue, pendant que le cadre en Afrique n'a pas ce salaire. Ça ne peut pas continuer. Alphonse Moïse Soudé, le 11 janvier 1994, c'était donc à Dakar au Sénégal, en présence de plusieurs chefs d'État africains. Eh bien, aux alentours de 20h50, très très exactement, le franc CFA a été officiellement dévalué de 50% après 46 ans de parité. Voilà, c'est ce qui s'est passé. C'est-à-dire que, bon, on a réuni les chefs d'État africains et l'épée de Damoclès est tombée sur leur tête. On a dévalué le franc CFA. Rappelez-vous en son temps que Nicéphore Dieudonné Soglo, président de la République, avait eu 1001 difficultés pour expliquer cette dévaluation du franc CFA. Albert Thévoy, dirait paix à son âme, ne lui a fait aucun cadeau dans ce sens-là. Mais cette parité continue. Les Africains continuent d'être sous la dépendance du franc CFA. Non, je me rappelle qu'on avait accusé le président béninois d'avoir été le premier à signer le document. Et il disait, pour ironiser, pour dire, mais le Bénin commence par B. Est-ce qu'à cause de ça, il va dire que le Bénin devient zéné pour signer en dernière position? Donc, on l'avait pris à partie parce que, vous savez, il est financier. On a estimé qu'il était de mèche avec le colon. Donc, je dis une chose, l'Afrique francophone ne pourra jamais se développer si nous continuons avec le CFA. Je demande aux Béninois s'ils ont les moyens d'aller séjourner une semaine au Ghana. Ils vont comprendre ce que nous disons avec le franc ghanéen. Les Ghanéens, ils sont à l'aise. Ça leur permet de produire suffisamment, de ne pas dépendre de l'Europe. Nous dépendons de l'Europe parce que, au-delà de la volonté du peuple, il faut que nos dirigeants acceptent de couper le cordon ombilical. Mais tant que nos dirigeants vont continuer de faire la courbette à la France, on ne peut pas. Quelle force nous avons devant la France? Vous imaginez des pays de l'Afrique qui ont des ressources minières, minérales que la France vient exploiter, sont suffisamment pauvres, alors que chaque jour, la France s'enrichit. Je dis, il faut que les peuples africains prennent conscience. On nous vole, on nous passe de l'argent et on nous appauvrit davantage. Et nous ne comprenons pas. Parce que c'est vrai que le président Kadhafi avait mené cette lutte. Tous ceux qui ont tenté de mener cette lutte, on les a rectifiés récemment au Mali. Parce que je ne comprends pas qu'un État souverain puisse domicilier sa fortune au trésor français. Ce n'est pas possible. C'est pas possible. Nous les enrichissons. Le Mali, Assimi Goïta, vous avez compris, Assimi Goïta a dit, nous n'allons plus domicilier les ressources financières de mon pays en France. Vous savez, vous avez vu ce que cela a créé comme problème. Donc il va falloir que le président africain réfléchisse. Qu'est-ce que nous voulons faire de notre continent? Est-ce que depuis 1950, au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale, on a instauré le franc CFA? Si nous faisons le point, l'Afrique francophone s'est-elle développée? Ce n'est pas possible. Nous sommes criblés de dettes. Quand vous prenez la Côte d'Ivoire, il faut voir la dette de la Côte d'Ivoire. Il faut voir la dette de la Côte d'Ivoire. On dit que la Côte d'Ivoire est développée, mais on ne met pas l'accent sur la dette de la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire, les enfants, les arrières, des générations sur générations vont passer leur temps à payer ces dettes-là. Ce n'est pas possible. Donc il faut que les Africains se disent, est-ce qu'ensemble, on ne peut pas frapper notre monnaie? C'est vrai que les débuts, qui vous souviennent que le Sidi au départ avait eu des difficultés, mais aujourd'hui le Sidi ghanéen s'impose. Donc il va falloir qu'on se lance dans l'expérience, qu'on cesse de dire nous dépendons de la France. La France n'a aucun intérêt à libérer les pays francophones d'Afrique.
Merci. Eh bien, donc, Alphonse Moïse Soudé, Léonard Sonaïpon, la colonisation, l'autre a dit c'est le vol. La colonisation, c'est le vol, c'est-à-dire on vous contraint au silence, on vous pille, on vous vole. Il a suffi, eh bien, que Assimi Goïta chasse les Français, eh bien, du Mali pour que ils deviennent l'homme à abattre. Mais les Maliens assurent véritablement sa sécurité. La France ne pourra pas abattre Assimi Goïta. La colonisation, c'est le vol, une forme de spoliation, de domination sur tous les plans. Alors, la France a réussi à faire installer des pays africains, eh bien, dans l'Afrique de l'Ouest et pourquoi pas également dans l'Afrique centrale où nous avons le Cameroun, la Centrafrique, le Congo-Brazzaville, le Gabon, la Guinée équatoriale, le Tchad, qui ont également, eh bien, comme monnaie, le franc CFA. Ça va suffire, ça va s'éteindre cette façon de faire quand selon vous? Moi, je pense qu'aujourd'hui, les États africains sont dans une servitude volontaire parce que depuis 1960, ils ont acquis une indépendance politique. Normalement, l'indépendance financière, l'indépendance économique devraient suivre. Les États devraient être en mesure, en position de frapper leur propre monnaie. Mais qu'est-ce qui ne marche pas? Aujourd'hui, il faut dire qu'on n'a pas la maîtrise donc, de la banque centrale, les banques commerciales, les circuits financiers. Tous ces facteurs-là font véritablement qu'on ne connaît pas un développement assez grandiose dans les pays, malgré toute la gestion qu'essaient de faire les différents dirigeants africains, même si il ne faut pas tout colporter, il ne faut pas tout coller à la monnaie, parce que c'est vrai que c'est un facteur de développement, mais ce n'est pas le facteur primordial du développement. Vous le savez, dans nos pays, il y a la corruption, il y a différents maux qui minent nos différents pays. La monnaie en est une cause, mais n'est pas la cause entière. Il faut dire aujourd'hui qu'il y a de grands économistes comme Kako Nobupo, ancien ministre donc, togolais de la prospective, qu'il disait en 2015 déjà qu'il est inconcevable que 55 ans après les indépendances, les pays de la zone franc continuent d'avoir une monnaie physiquement fabriquée en France, d'avoir leurs réserves de change déposées auprès du trésor public français. C'est inconcevable. Et aujourd'hui, véritablement, à quoi ça nous avantage? On fait le bilan 60 ans après, parce qu'il faut dire également d'où est né le franc CFA. Le franc CFA, c'est en quelque sorte une doctrine qui est venue imposer la France aux pays africains du départ du nazisme monétaire. En fait, c'est Hitler, c'est l'Allemagne, quand la France était sous domination allemande, qui avait imposé ce système-là donc à la France. Et une fois que la France s'est affranchie donc de l'Allemagne, a reproduit le même format au niveau des pays africains, mais là, littéralement et d'une manière subliminale, l'a amélioré et l'a peaufiné sur le terrain. Et on voit les fruits depuis des années. Quand on prend les pays africains, véritablement, et quand vous regardez, il faut regarder des pays qui frappent leur propre monnaie. Il faut regarder le Ghana, il faut regarder le Nigeria. Le Nigeria. Il y a des exemples à foison. C'est vrai qu'il y a également des cas où ça n'a pas forcément bien marché. Mais il faut dire véritablement que la monnaie, c'est une pièce importante dans le développement de toute nation. Quand vous maîtrisez votre monnaie, c'est vrai qu'il y a des avantages qu'il faudra donc conserver quand on va vouloir, entre les pays de l'UEMOA par exemple, conserver une même monnaie, en n'ayant pas pour assurer forcément la France. Il faudra conserver certains avantages et les exploiter. Tout n'est pas en fait mal dans ce système-là, mais il faut véritablement que nous sortons en quelque sorte du joug de la France qui maintient encore la corde dans la main, le chien qu'il a fait mine de vouloir laisser alors qu'il a encore la corde à la main. Il faut aujourd'hui véritablement qu'on puisse couper le cordon ombilical et qu'on puisse s'épanouir véritablement. Oui, Valentin Diboucha. Paul Biya, Abdou Diouf, Omar Bongo Ndiba figuraient parmi les présidents qui étaient à Dakar quand le franc CFA a été dévalué de 50%. Aujourd'hui,
il y a d'autres chefs d'État qui ont pris la succession. Omar Bongo n'est plus de ce monde. Abdou Diouf a passé depuis le Témoin. Paul Biya, bon, lui, il reste de façon éternelle encore au pouvoir. On ne sait pas quand est-ce qu'il va passer le Témoin à quelqu'un d'autre. Vous l'avez compris, eh bien, la présidence camerounaise n'est pas quand même un bien acquis à titre de Il est élu procès. constitutionnellement. Oui, il est élu constitutionnellement, mais c'est vrai aussi, hein, c'est vrai aussi dans une certaine mesure, puisque ce sont les Camerounais qui continuent de lui accorder leur confiance. Est-ce que vous avez le sentiment aujourd'hui que les chefs d'État africains qui sont au pouvoir aujourd'hui, eh bien, ont les moyens véritables d'engager eh bien, leur pays dans une lutte pour se retirer du franc CFA? Quand on prend par exemple les chefs d'État au niveau de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, une légère tentative, eh bien, il y a quelques années, mais pour le moment n'est pas concrétisée. Lorsque nous prenons l'année, n'est-ce pas, de mise en circulation du franc CFA, 1945, ma foi, je ne pense pas qu'il y ait un chef d'État qui est au pouvoir actuellement qui soit né en cette année-là. Et donc, nous sommes nés, nous sommes venus découvrir un système et nous caressons le système où nous faisons semblant d'aller contre le système et puis nous sommes éteints. Pour moi, je pense qu'il est temps que nous arrêtions les beaux discours parce que la plupart du temps, lorsque vous prenez les candidats sur le continent, lorsqu'ils sont en campagne pour leur premier mandat, le discours il est très beau. À partir du moment où ils arrivent au pouvoir, le discours subit une mutation. Et lorsqu'ils sont en campagne pour le second mandat, c'est carrément tout autre chose. Et maintenant, lorsque vous les voyez, après leur élection, le discours il est autre. Une fois qu'ils font le premier rendez-vous à l'Élysée, ils sortent carrément avec un autre discours. Et c'est là que le bas blesse. Je pense qu'il va falloir que nos chefs d'État considèrent le partenariat entre pays africains mieux que le partenariat avec la mère colonie pour les pays qui sont, n'est-ce pas, de domination française. Il va falloir forcément qu'ils reconsidèrent leur position vis-à-vis de la France. Il va falloir que le discours également qu'ils tiennent change, surtout concernant les questions monétaires. Je voudrais dire à mon frère et ami Léonard Sonépon que lorsque vous frappez votre monnaie, ne dormez pas sous vos lauriers. Ils ont la capacité de corrompre votre monnaie en injectant, n'est-ce pas, dans un circuit informel des billets pour noyer la monnaie que vous frappez. Et c'est ce qui s'est passé avec en Guinée. Vous voyez? C'est-à-dire qu'ils ont affaire à quelqu'un qui a opposé de la résistance et tout de suite, qu'est-ce qu'on a fait? On a essayé, par des voies pas trop claires, d'injecter de la monnaie. En passant bien sûr par des Guinéens. Vous voyez? Donc on utilise des Guinéens dans ce cas échéant, dans le cas échéant pour, n'est-ce pas, mettre un flux prépondérant d'argent dans le circuit. Conséquence, il y a plus de billets qu'on en a besoin sur le territoire et cela affaiblit la monnaie. Et ce schéma-là, vous allez remarquer que les pays anglophones ne sont pas allés sur ce terrain. Les pays anglophones ont entretenu un partenariat, pas d'acculturation de l'Afrique, mais un partenariat qui permet à l'Africain d'être d'abord lui-même. Ils ont installé des entreprises dans les pays, en tout cas les entreprises de première transformation dans les pays, ce que les pays français n'ont pas fait. Jusqu'aujourd'hui, la plupart, par exemple, du coton qu'on produit au Bénin, il est seulement transformé en fil et le reste, c'est embarqué pour aller subir d'autres transformations à l'extérieur. C'est vrai que j'ai eu ces derniers jours à apprendre qu'il y a une usine qui a commencé par produire de manière embryonnaire ce que Cotes peut-être faisait et que donc aujourd'hui il y a des Indo-Pakistanais qui sont installés quelque part au Bénin et qui sortent encore quelques chemises que nous n'avons pas encore pris l'habitude de consommer sérieusement. C'est déjà heureux que sur le territoire il y ait ces entreprises, mais il faut les dupliquer. Non. Là où on produit le coton, c'est à l'intérieur du pays. C'est plus au nord, Banikwara, Niki et toute la zone, n'est-ce pas, Kouandé et tout le reste, le septentrion. Cette usine-là aurait intérêt à s'installer là-bas pour transformer, n'est-ce pas, la production. Mais là, c'est déjà quand même un pas. Nous devons nous affranchir du franc CFA et ce pour plusieurs raisons. Pour plusieurs raisons. La première raison, c'est une question d'autonomie et de maîtrise, n'est-ce pas, de son économie.
Deuxième raison, c'est une question d'indépendance. Parce que cette monnaie-là a été frappée pour la première fois en 1945, avant même le vent des indépendances qui a commencé, n'est-ce pas, vers la fin des années 50. Autrement dit, le colonisateur avait déjà planifié son plan juste au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale. Avec la traîtrise qui caractérise les Africains, puisque vous avez dit que quand Ahmed Sékou Touré, ex-président de la Guinée-Conakry, il a frappé la monnaie guinéenne, et c'est par des Guinéens qu'on a pris pour injecter le flux, comment on appelle, de billets de banque pour détruire cette monnaie-là. Est-ce qu'avec cette traîtrise-là, vous pensez que les chefs d'État africains peuvent réussir ce pari-là? Il est question pour les chefs d'État africains d'être forts et de se sacrifier, de donner leur poitrine. On ne peut pas engager cette révolution si on pense au lendemain. On doit engager cette révolution en faisant une abnégation totale de sa personne. Il faut l'engager dans l'espoir. Vous voyez, c'est un engagement collectif et individuel. Il faut un degré de patriotisme absolument remarquable. C'est-à-dire, lorsqu'on me parle de la CEDEAO, de l'Union africaine et tout ça, de quoi discute-t-il de manière concrète? Au plan économique, on n'est pas fort. Au plan monétaire, on ne l'est pas. Au plan armement, nous ne sommes pas forts. Finalement, qu'est-ce qu'on dit? Est-ce que, lorsqu'on me dit par exemple que la CEDEAO attend, n'est-ce pas, le soutien financier pour engager des actions, finalement, qui engage l'action? C'est celui qui attend le soutien ou celui qui donne les moyens. Vous voyez, vous engagez une action pour lutter contre quelqu'un qui est en train de vous nuire. Cette action est déjà morte avant même de l'avoir engagée. Donc, les questions monétaires, je pense que nos pays doivent être suffisamment courageux. Et c'est pourquoi vous allez remarquer que depuis 2015, où on a commencé par parler, n'est-ce pas, de l'éco, il y a comme une réserve des pays anglophones à s'engager dedans. Le Nigeria, premier pays, n'est-ce pas, développé économiquement en Afrique, aujourd'hui, a des réserves parce que vous allez voir que tout de suite, qu'est-ce que Emmanuel Macron a fait? Il s'est rendu en Côte d'Ivoire, il a torpillé le projet parce que c'est à partir de la Côte d'Ivoire et par Emmanuel Macron, n'est-ce pas, par cette visite-là, qu'on apprend que l'éco sera bientôt lancé, ce qui n'est pas normal. Emmanuel Macron est qui dans le dispositif africain qui parle d'union monétaire? Non, mais c'est Alassane Dramane Ouattara, le président de la Côte d'Ivoire. C'est cela, je vous dis, ça, on passe toujours, n'est-ce pas, par ces valets-là. Vous savez, j'ai regardé un film un jour, la façon dont on désigne les chefs d'État africains. Je ne sais pas si vous avez suivi le film, où au cours d'une rencontre, n'est-ce pas, des bailleurs chez un président français, il demande à son cuisinier, est-ce que ça te dit d'être chef d'État au Congo? Elle est un cuisinier. Toujours, il a accepté, un cuisinier. Et il a été nommé chef d'État. Nommé, je vous dis, donc on a fait des simulacres d'élection et tout le reste. Au finish, c'est lui qui a pris la tête du pouvoir. Mais qu'est-ce qu'il sait? Qu'est-ce qu'il en sait? Autrement dit, il continue, n'est-ce pas, de répondre oui, chef. Parce que dès qu'on va l'appeler de la France, il dira oui, chef. Vous comprenez? C'est pour vous dire qu'il faut forcément que nous revoyions un peu les balises. Il faut que nous revoyions un peu les façons de faire. Nous irons de l'autre côté de la régie avec la permission du réalisateur, puisqu'on a un élément témoin qui va nous permettre encore de revenir sur ce plateau pour véritablement enfoncer le clou, si vous permettez que je m'exprime en ces termes, Valentin Dibochat, puisqu'il reste des choses que nous devrons dire aux différents téléspectateurs qui ont pris position pour nous suivre véritablement par rapport donc au franc CFA. Avec la permission donc de la régie, cet élément témoin. On n'a pas encore trouvé un autre fonds, un autre truc là, une autre monnaie pour utiliser. Bon, moi je trouve que CFA, c'est bon. En attendant, c'est bon d'abord parce que c'est tous les pays, tous les pays que CEDEAO, tous les pays qui sont dans le CEDEAO qui utilisent. Donc nous, c'est pas Bénin, c'est pas Bénin qui va décider à refuser. C'est ça qu'on est en train d'utiliser d'abord. On n'a pas encore trouvé une autre monnaie aujourd'hui pour dire que le CFA n'est pas bon. Donc c'est ça qu'on est en train d'utiliser. C'est ça. Moi, je trouve que c'est bon. Hein. Au fait, on n'a pas encore une autre. L'argent aujourd'hui, c'est pour changer, pour remplacer le CFA. Bon, c'est pas. Au fait, les pays qui sont déjà développés aussi, c'est qu'ils réfléchissent encore mieux sur ça. Parce qu'il faut qu'on trouve une autre d'abord avant de dire ça là, c'est pas bon. La monnaie CFA est la monnaie que nous utilisons. Elle nous permet d'échanger, d'acheter les produits que nous voulons, la marchandise que nous voulons.
et aussi de faire le troc avec plus de crédibilité comparativement à ces pays, au Nigeria, au Ghana. On voit que ceux qui utilisent le franc CFA sont loin derrière eux. Sur ce fait, le franc CFA n'apporte rien au pays qui l'utilise. Pour résumer ça, on va dire que les pays qui l'utilisent, les pays ne sont pas trop développés et que le franc CFA ne les avantage point. Bon, vous l'avez suivi, hein? Vous l'avez compris également. Eh bien, beaucoup de Béninois ne maîtrisent pas encore les raisons efficientes qui justifient la position que certains sont en train de prendre aujourd'hui par rapport au franc CFA. Il y a un travail véritable qu'il faut abattre encore à ce niveau-là. Expliquer aux Béninois, pourquoi pas aux Africains, ou pourquoi pas aux individus qui appartiennent donc à l'espace de l'Union économique et monétaire ouest-africaine, les raisons essentielles qui justifient la position que les uns et les autres ont aujourd'hui vis-à-vis du franc CFA. James Joles Sogossi, vous avez suivi ces deux éléments qui nous ont permis de voir que les deux intervenants ne maîtrisent pas véritablement les raisons efficientes qui justifient la position que nous avons sur ce plateau et que d'autres aussi ont également ailleurs. Bon, avant d'intervenir sur les questions soulevées par les intervenants, je vais rebondir sur certains points que mes collègues ici avaient soulevés tout à l'heure. Oui. Monsieur Léonard avait parlé de la question de la corruption qui fait qu'on ne peut pas penser que la monnaie soit le principal pilier qui va faire le développement. Je vais vous dire, si dans une cage, vous avez 10 chiens qui ont besoin par jour de 20 kilos de viande et que vous fermez cette cage et que vous leur donnez 2 kilos, il y aura mauvaise gestion de ces 2 kilos, il y aura tripatouillage, il y aura vol, il y aura tout. Pas une partie des chiens. C'est ce qui se passe avec le franc CFA. Tant que nous sommes dans ce système de franc CFA, il y aura toujours la corruption chez nous. Il y aura toujours la mauvaise gouvernance, il y aura toujours le favoritisme. Parce que la ration qu'il nous faut n'est pas atteinte. Quand il dit la ration qu'il nous faut n'est pas atteinte, ça veut dire quoi? Dans la famille de chacun de nous, il y a des chômeurs, il y a des gens qui sont en souffrance. Vous ne pouvez pas être assis dans un bureau sur des fonds publics. On va vous dire que votre cousine a accouché, qu'on a confisqué son bébé parce qu'elle n'a pas payé les frais d'hospitalisation. Vous allez sortir de ce bureau sans toucher cet argent. C'est compliqué, c'est difficile. Nous sommes des êtres humains. Nous savons les réalités que vivent chacune de nos familles. Et c'est ce qui fait que tant que nous n'allons pas comprendre que la principale cause de nos problèmes se retrouve dans la gestion monétaire, imaginez, on dit que les crédits accordés par les banques au Bénin ne font que 15% du PIB béninois par an. Si vous faites une transposition, en France, les crédits accordés par les banques en France font 124% du PIB français. Déjà que notre PIB est très petit et que le PIB est très gros, imaginez la facilité que les gens ont là-bas d'obtenir du crédit, de faire face à leurs problèmes et la difficulté que nous avons ici d'obtenir du crédit pour faire face à nos problèmes, pour faire face à nos projets. Tant que ce système est là et que le rationnement du crédit est bien calculé par la France, on va se retrouver à accuser la corruption, alors que pour battre la corruption, il faut le développer. Ce n'est pas parce qu'on va vouloir le développement qu'on va battre la corruption. Ça va fonctionner peut-être 2 ans, ça va encore rechuter, ça va fonctionner, ça va rechuter. Aux États-Unis, par exemple, c'est rare de voir un individu aller demander un prêt d'argent à un autre individu. Il va te dire, go to the bank, man. Ça dit, va à la banque. Parce que c'est inconcevable que quelqu'un puisse avoir de l'argent et ne pas s'adresser à une institution financière ou bien à une banque. Mais chez nous ici, vous allez au tribunal, il y a des dettes non payées, il y a des dossiers de... Tout est bien calculé pour qu'on végète dans ce système grâce au fait que le franc CFA empêche l'octroi des crédits bancaires. Nous sommes dans un pays pauvre. Vous allez à la banque pour obtenir un crédit, on vous dit d'amener titre foncier, sachant très bien que la superficie de nos terres couvertes par titre foncier ne fait même pas 20%. C'est-à-dire, on sait déjà que les titres fonciers sont rares et que les rares titres fonciers qui existent sont déjà engagés dans des crédits. Mais on te dit d'amener titre foncier à hauteur de 120%. On te dit d'amener apport personnel à hauteur de 30%, 40%. Sachant très bien que tu ne vas pas pouvoir trouver 40% de 200 millions, bien de 300 millions, si tel est que tu veux faire une industrie. Vous avez parlé des industries qui transforment le coton ici, qu'il faut encourager par et d'un pas. Je n'encourage pas du tout ça parce que c'est de l'esclavage à domicile.
tous les propriétaires de ces industries, s'ils sont des étrangers qui vont produire des choses au Bénin, qui seront peut-être vendus aux États-Unis, les virements vont quitter les comptes américains pour les comptes indiens. Ça ne va même pas passer par ici. C'est des miettes qu'on va prendre pour venir sous-payer nos employés. C'est de l'esclavage à domicile. Et c'est en cela que nos dirigeants doivent comprendre que leur principal rôle dans la gestion d'un pays, c'est de reprendre le pouvoir des banques, de la main des banques, c'est-à-dire de la main de la BCEAO et de la main de la France, et diriger le pays, c'est-à-dire gouverner économiquement nos pays. Au Nigeria, c'est le président de la République qui tweete pas de crédit bancaire à ceux qui importent de la nourriture. C'est-à-dire, on fixe les pourcentages par activité des crédits à octroyer à l'économie. Chez nous, ici, c'est l'inverse. Les importateurs de nourriture, que ce soit farine de blé, riz, sucre, lait, sont ceux qui obtiennent le crédit bancaire le plus rapidement et le plus gros. Pendant que celui qui veut faire de la production trime terriblement à obtenir du crédit bancaire. Une des solutions que l'État a pensé, c'est le FNDA. Malheureusement, qu'on le veuille ou non, le système n'est pas encore bien ficelé pour faciliter l'accès au crédit, surtout aux primo-entrepreneurs. Quand on dit primo-entrepreneur, c'est-à-dire celui qui veut démarrer. On ne va pas vouloir continuer dans ce système et penser que ça va aller. Ça ne peut pas aller. Et c'est ce qui va faire que l'esclavage à domicile, tel que je l'ai dit, va continuer. On va peut-être voir une forme d'industrialisation en Afrique francophone, mais tous les capitaux, tous les profits de ces entreprises iront à l'étranger. Et ce n'est pas ce qu'il faut encourager, ce n'est pas ce qu'il faut acclamer. Je ne suis pas du tout dans cette logique de promouvoir des investisseurs étrangers qui vont se faire des profits, construire des gratte-ciel dans leur pays, pendant que nos pays ici vont toujours continuer avec des toits rouillés. Parce que pour pouvoir développer le pays, une seule personne ne pourra pas. Il faudrait beaucoup de riches qui vont construire chacun une maison somptueuse et de façon échelonnée, ça va changer l'image que nous avons. Mais si on continue à ce que ce soit des... Je pense que les salaires dans la zone économique aujourd'hui, entre 45 000, 60 000, 100 000, ça va permettre à quelqu'un de vivre comment? Dans Cotonou aujourd'hui, avec le niveau de vie que nous connaissons, on fera tel qu'on le croit, c'est beau, c'est made in Bénin, mais l'argent n'est pas au Bénin. Et c'est dans ça là que moi je voulais inviter nos dirigeants à réorienter leur vision de la gestion des pays et à savoir que si on est président, on ne va pas continuer à laisser les banques gérer l'argent public, parce qu'en réalité, ce sont nos banques qui gèrent l'argent public de nos pays. C'est certes l'épargne qu'elles collectent, mais elle ne doit pas être libre de gérer cette épargne sans le regard de l'État. Et c'est dans ça là que le gouvernement français, lui, utilise pour son propre développement. Mais nous sommes là en ignorant que le franc CFA, ce point qui visse le sous-développement, qui empêche réellement que les gens finissent l'université et trouvent des emplois, parce que pour qu'on trouve des emplois, il faut que les emplois existent. Et pour que les emplois existent, il faut des entreprises pour pouvoir les créer. Il y a des entreprises industrielles qui ont jusqu'à 5 000 employés, par exemple, en Asie. Mais chez nous, ça n'existe pas, parce que si vous allez à une banque aujourd'hui pour dire vous voulez produire le verre ou bien le micro que nous avons devant nous, on va vous dire d'aller faire le premier prototype d'abord, de faire 2 ans, 3 ans d'activité et de venir. Comment vous pouvez faire sortir le tout premier si vous n'avez pas toute la chaîne de production installée? Or, pour avoir toute la chaîne de production installée, c'est tout le capital qu'il faut. Si on vous dit d'apporter même 5% de 1 milliard, vous ne pouvez pas apporter, parce que ça ferait environ 50 bien 100 millions. Vous ne pouvez pas l'apporter. Ça va être compliqué. Et c'est ce qui fait que la jeunesse, malgré ses idées, est mise en chômage par le franc CFA. Et on ne voit pas cet aspect du franc CFA qui nous maintient très bas, qui nous maintient dans la pauvreté et la souffrance. En tout cas, les intervenants, eux, ils ont dit ce qu'ils pensent. Parce que, et c'est encore là le point sur lequel les économistes africains, les cadres africains doivent agir. La meilleure manière de mener un combat, c'est d'utiliser sa force pour créer ce que l'on veut et non de continuer à lutter contre ce qu'on ne veut pas. Ils ont dit, c'est ce qu'on a actuellement. Proposons alors en lieu et place autre chose et utilisons nos énergies pour que cette autre chose que nous voulons soit mise en circulation. Oublions de critiquer le franc CFA. On a déjà eu un certain temps où on a dénoncé le franc CFA. Aujourd'hui, moi, je lance un appel aux divers cadres, aux diverses autorités pour que l'énergie que nous avons soit utilisée pour la mise en circulation de la monnaie que nous voulons. C'est en cela que moi, mon association que je dirige, nous avons élaboré un petit projet monétaire qui répond aux aspirations populaires et qui résout nos problèmes tels que nous les avons énumérés ou bien tels que nous les avons recensés dans notre combat contre le franc CFA. Et c'est en cela que je pense que les autorités aussi devaient agir. Merci. Alphonse Moïse Soudé.
Est-ce qu'au regard de tout de tout le développement qui a été fait sur ce plateau, vous pouvez dire que les pays africains ayant l'usage du franc CFA en commun finiront par véritablement trouver le chemin qu'il faut pour qu'on sorte de ce sous-développement? Non, vous savez, moi je dis une chose, il faut d'abord la volonté politique. Moi j'ai dit et je répète, depuis que le président Patrice Talon est au pouvoir, qu'on me désigne un seul opérateur économique fabriqué par le Bénin. Comparativement au Nigeria. Au Nigeria, l'État fabrique des opérateurs économiques et les oblige à recruter de la main-d'œuvre sur place. Et ça rejoint ce que notre ami. Vous ne pouvez pas vouloir développer votre pays, demander à des étrangers de venir créer des entreprises. Il y a combien d'opérateurs économiques? Je mets au défi l'État béninois de me dire que depuis 2016, on en a créé. Il y en a combien? Tout vient de l'extérieur. On a dit, par exemple, le pain, il faut ramener ça à 150. Moi, jusqu'à hier, je continue de prendre le pain à 200 parce qu'on me dit le blé vient de l'extérieur. Et ça, on encourage ça. Il faut créer des entreprises au Bénin. On ne peut pas produire le coton au Bénin, demander à des Indo-Pakistanais de venir transformer. Il n'y a pas de Béninois intelligents qui puissent gérer de ces entreprises-là. C'est ça encore la colonisation. Et tant que nous allons dépendre du blanc, c'est lui qui nous impose qui on va choisir. Bon, on a des cadres, on a quand même des têtes fêlées au Bénin, mais on nous fait venir des petits blancs pour dire qu'ils sont experts devant leurs ordinateurs. On en a plein au Bénin. Donc, voilà aussi cette forme de colonisation qui fait que tout ce que nous gagnons ici, nous sommes obligés de les envoyer là-bas. Moi, je suis allé au Ghana, j'ai vu un quartier où l'État a donné la possibilité aux Ghanéens qui ont l'argent de construire des villas. Il y en a plein. Il y en a aussi au Nigeria. Vous allez au Ghana, vous allez dans les restaurants, vous allez dans les hôtels, on vous propose d'abord les savons made in Ghana, les boissons made in Ghana. C'est après, quand vous insistez, qu'on vous dit, bon, nous avons les biens étrangers. Il n'y en a pas chez nous. Et tout ça, c'est produit par des Ghanéens que l'État a encouragé. L'État a mis des financements au service. Parce que j'ai des projets, si je n'ai pas l'argent, je suis d'accord avec vous. Et que la banque me dit d'aller. Non, c'est pas possible. Ça veut dire que vous n'allez jamais. Être opérateur économique, ce n'est pas le marché public. Ce n'est pas le marché public, mais il faut produire. Il faut encourager. Il faut mettre suffisamment d'argent au service des opérateurs économiques pour créer des entreprises. Là, on sait que les bénéfices ne seront pas transférés en Allemagne, aux États-Unis, mais ça sera quand même réparti sur le territoire national. Je crois qu'il est temps que les Béninois, hommes politiques, hommes d'affaires, tout le monde prenne conscience que le développement de l'Afrique passe par les Africains. On va bientôt rentrer dans la campagne électorale. Ils vont nous berner encore. Ils vont nous berner. Voilà comment l'eau nous chasse. Mais personne n'en parle. Personne n'en parle. Ça, c'est la réalité de chez nous. Et l'État doit pouvoir... Parce que si je dois aller travailler et que je ne vis pas bien, je serai tenté de voler. Et l'exemple qu'il a donné est clair. Tu es comptable d'une société, on t'appelle pour dire que ta femme sera césarisée, tu n'as pas les moyens. Écoutez, tu ne vas pas avoir l'argent là et laisser mourir ta femme. Tu piques parce que le salaire qu'on te donne te permet à peine de payer le loyer, l'électricité. Donc il va falloir qu'on revoie tout ça. Si l'Afrique doit se développer, les salaires politiques grimpent tous les jours. Mais ceux qui travaillent dans les bureaux, ceux qui souffrent, ne vivent pas de leur travail. Bientôt, vous allez voir comment beaucoup d'agents permanents d'État seront obligés de quitter la ville de Cotonou et s'installer dans les zones périphériques. Comment voulons-nous développer? Si je dois quitter tous les matins, pas où, pour venir travailler, c'est qu'avant d'aller au boulot, ça revient même. Je suis déjà fatigué. Donc, il faut qu'on se dise, coupons le cordon ombilical avec la France. Prenons des initiatives. Les débuts seront toujours difficiles. Si nous n'essayons pas, nous n'allons jamais. Le Ghana a essayé. Le Nigeria a essayé. Les pays, et quand vous faites la comparaison entre les pays anglophones et les pays francophones, il n'y a pas photo. Il n'y a pas du tout photo. Donc il va falloir que nous chefs de l'État... le Mali est en train de donner le bon exemple. Alphonse, même si le Mali va subir... Alphonse Moïse Soudé, lorsque certains chefs de l'État dirigent leur pays le ventre au genou, quand c'est eux-mêmes qui viennent, eh bien, on installe une dynastie autour de soi et on pille, on vole. Ça a toujours été ça depuis les années 60. C'est l'autopromotion. Moi d'abord, ma famille, mes copains, le peuple, je m'en fous. Mais je suis prêt dans une campagne électorale à berner. Et nous-mêmes, bon, comme le niveau intellectuel n'est pas suffisamment élevé, quelques billets de banque, quelques sacs de riz, on applaudit et puis les gens viennent. Un sac de riz, c'est même déjà trop. Excusez-moi de mettre un mot sur la distribution de l'argent lors des campagnes électorales. Tant qu'il y a le franc CFA, il sera très difficile de battre les dirigeants en place. Je vous explique. Lorsqu'il y a une élection, il y a l'opposition, il y a la mouvance. La mouvance, elle peut recevoir de la France directement des valises avec du franc CFA. J'ai été surpris que ce soit au palais de la présidence que l'argent soit distribué en 2016. Imaginez, si vous êtes dans une campagne et que les opposants doivent travailler, trouver de l'argent et donner 2000 francs, pendant que l'autre camp
peut recevoir des valises de l'argent qui ne correspond pas à du travail, il va donner 20 000 francs. Vous n'allez pas battre, vous n'allez pas gagner cette élection. Et c'est ce qui fait qu'au Congo, par exemple, à RDC, moi je sais que tant que le gars ne va pas mourir, on ne va pas changer de président là-bas. Parce que lorsqu'on fait les campagnes, on a vu tout dernièrement, je ne vais pas dire certains trucs. De toute façon, ce franc CFA intervient. Vous faites économie de vérité sur ce plateau-là? Sur certains points qu'on ne peut même pas imaginer. Les billets neufs qu'on a distribués au palais de la présidence en 2016, moi je jure et je pense que je peux parier que ces billets sont venus directement de la France et qui ne correspondaient pas à du travail. Dans ce cas, c'est plus complexe que ce qu'on peut imaginer. C'est vrai que la déception vis-à-vis du régime était tellement élevée que ça n'a pas empêché que ce régime puisse être continué. Mais voyons dans les autres pays, c'est pas pour rien que Paul Biya est assis pendant des décennies qui n'est pas encore fait le parti. Et puis moi, je tiens à dire, Modeste Osadouanou, que lorsque j'ai suivi l'élément, en fait, je disculpe ceux qui sont intervenus. Ils n'ont dit, en fait, ils parlaient français, mais ils s'exprimaient en fond, en fait. Ils s'exprimaient en fond dans la langue étrangère. C'est-à-dire, on ne lui a pas fait voir, depuis sa naissance, il a connu quoi? Ben, puisqu'on n'a pas autre choix, il faut laisser le franc CFA pour l'instant. Quand ils se décideront un jour de nous apporter, de nous proposer autre chose, nous l'accepterons. C'est-à-dire, ce sont des propos de quelqu'un qui fait son mea culpa. Impuissant devant la situation, il ne comprend pas grand-chose, donc autant mieux laisser ce franc-là continuer d'abord, parce qu'il ne connaît pas encore. Et c'est là, il faut un éveil de conscience. C'est-à-dire, ce micro vient tellement illustrer la situation. Nous sommes liés. Et puis, il ne sait pas qu'il est dans de l'esclavagisme. Il va falloir qu'on le réveille de son sommeil. Et ça, il ne faut pas attendre ça des masses populaires. Il faut attendre ça des décideurs. Des élites. Des élites. Qui a trompé l'Afrique depuis 1960? Ce sont les élites africaines. Ceux-là qu'on a envoyés à l'école du Blanc, qui sont restés avec lui et qui ont coopéré avec lui, ce n'est pas ces mêmes personnes. Autrement dit, il faut commencer par se départir d'un certain nombre de choses, comme les bourses qui sont un peu données à la va-vite, des bourses qui sont données soit pour phagocyter l'élite, soit pour la ramener, n'est-ce pas, et pour l'utiliser contre son pays. Autrement dit, il y a un formatage de minds. Vous voulez dire qu'en réalité, il ne faut plus envoyer des Béninois se faire former? On peut les envoyer, mais à la chinoise. Il faut les envoyer à la chinoise. Lorsque la Chine, en 1960, a voulu amorcer son développement, elle a envoyé 100 jeunes d'abord pour aller se renseigner sur les manières de faire, avec une obligation pour ces 100 jeunes de revenir au pays, ce qui a été fait. Ils sont revenus à 100%. Et ils ont commencé le travail, une autre équipe est repartie. Et donc, ça dit, il faut aller, nous avons des potentialités, mais nous avons des insuffisances aussi. Mais il faut être patriote pour aller dans ce sens-là. Il faut inculquer le patriotisme aux enfants. Et ce n'est pas en faisant la politique que nous voyons aujourd'hui que vous allez l'inculquer. Il faut d'abord inculquer le patriotisme qui amène l'enfant à savoir que la chose publique est à respecter. Et qui amène l'enfant à savoir que le drapeau national, c'est un signe d'appartenance. Qui amène l'enfant à savoir que mon pays d'abord, les autres après. Et donc, le nationalisme doit être cultivé. Aujourd'hui, toutes les balises du nationalisme sont... Je prends l'hymne national. Peut-être vous allez trouver un enfant qui connaît le second couplet. Et lorsque vous remontez au troisième, bon là, vous êtes carrément KO. Donc, c'est ça. Que faisons-nous des emblèmes? Que faisons-nous de la politique? Que faisons-nous du développement? Que faisons-nous, n'est-ce pas, de la jeunesse qui souffre? Non, pour les Africains, la politique, c'est là de mentir avec précision. On affame suffisamment. Et dès qu'on apporte quelques billets, tout le monde s'aligne. Regardez un peu les jeunes aujourd'hui qu'on a envoyés en politique. Regardez l'illustration qu'ils font. C'est-à-dire, lorsque vous les croisez, ils vous minimisent, hein, ils vous voient comme un tout petit garçon devant eux, parce que là, ils sont dans la grâce du patron. Non, ce n'est pas ça, en fait, le rôle. Ce n'est pas ça ce qu'on attend. Ce n'est pas ça. Aujourd'hui, vous allez me dire, on fait la promotion des jeunes dans nos gouvernements aujourd'hui, oui ou non? C'est quand même mieux que dans le passé. Mais que font ces jeunes? Vous les voyez, ils narguent tout le monde sur le passage et ils pensent que bon, c'est la fin du monde. Alors que normalement, leur rôle devait être, n'est-ce pas, des gens qui impulsent ce changement de comportement-là, ce changement de raisonnement, qui impulse donc quelque part le développement à partir donc de ce qu'ils occupent comme poste aujourd'hui. Malheureusement, ce n'est pas encore ça. Valentin Dibochat, on va faire un dernier tour de table pour boucler ce sujet-là. C'est vrai qu'il y a beaucoup de choses à dire encore. Hein, absolument. Sur sur ce sujet. Je vais certainement commencer par Léonard Sonaïpon. Léonard,
qu'est-ce qu'il faut faire aujourd'hui pour que les Africains puissent se dire le franc CFA, il faut le conjuguer au passé? Vous avez 1 minute, s'il vous plaît. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut déjà une volonté politique. Parce que tout doit commencer par là. Ce sont les dirigeants de ces pays africains-là. Et il ne faut pas entrer dans une espèce de s'esseler. Il faut rester également dans la même dynamique parce que je dis, il y a des avantages à rester ensemble. Aujourd'hui, on a l'UEMOA, on a la CEMAC. Si on peut quand même rester dans cette posture-là en créant une nouvelle monnaie avec ces pays de la CEDEAO, avec ces pays de la CEMAC, ce serait une bonne chose parce que ça va faciliter la fluidité donc de la monnaie, ça va permettre à ce que les échanges soient plus véritablement efficaces parce que quand vous prenez, il y a la zone euro en Europe et tout ça, ça facilite les échanges et tout ça. Donc aujourd'hui, véritablement, il faut une volonté politique. Et cette volonté politique-là est entravée parce que ces politiciens, ces politiques, on sait la manière par laquelle, comment ils viennent au pouvoir. Ils viennent au pouvoir généralement par impulsion du colon. Et donc, à quoi on peut s'attendre véritablement? Merci. Moïse, vous avez... Non, je dis, au-delà de tout ce qui a été dit, il faut une révolution des mentalités. Nous avons des présidents africains, mais qui pensent à la française. Il faut une révolution des mentalités, il faut une révolution des comportements. Moi, je suis un peu gêné que bon, tout le monde veut aller en France, tout le monde veut aller en France, on revient pas, on ne veut pas développer son pays. Donc, il faut désormais, parce que quand j'ai suivi le Vox Populi, j'ai compris que bon, il y a beaucoup de choses qui échappent. Il faut en parler, il faut révolutionner la mentalité. Il faut se dire d'abord, je suis béninois, le Bénin d'abord, la France après. Et il faut prendre le risque, il faut que quelqu'un, Valentin Labéni, il faut que quelqu'un accepte d'offrir sa poitrine. Il faut faire le sacrifice. Quelqu'un doit faire le sacrifice pour que les générations montantes se disent maintenant, il a fait le sacrifice, nous devons continuer. Mais si nous devons aller faire des samalek à la France, et puis chaque fois, président africain élu, direction, Élysée, pour aller recevoir des consignes, l'Afrique ne se développera jamais. Merci. Merci Alphonse Moïse Soudé. Notre invité également sur ce plateau, Jean Jaurès Sobossi, analyste économique. Bon, mon dernier mot, je vais profiter pour lancer un appel à nos pas un dirigeants. dernier mot, votre mot de fin, s'il vous plaît. Le mot de fin. Ce jour. Oui, parce que vous n'êtes pas encore candidat pour la mort. Non, vous n'avez encore rien apporté. Le dernier de mot façon dans ce débat, sur ce plateau. Non, le mot de fin sur ce plateau, j'aurais aimé que cela soit ça. Ok, mon mot de fin, c'est de dire à nos dirigeants qu'au lieu de passer de Paris à Amsterdam ou autres pour chercher des investisseurs étrangers, il faut agir sur le capital national, sur l'épargne nationale collectée par les banques d'abord. Quand on compare même l'argent que ces investisseurs étrangers vont amener par rapport à ce que détiennent nos banques ici, il n'y a même pas photo. C'est de pouvoir libérer cette épargne, en faire le développement, en brisant les chaînes que la France a fait établir par la BCEAO comme condition d'accès au crédit bancaire. De briser tout ce qui est là comme limitatif qui empêche l'octroi des crédits bancaires, surtout aux porteurs de projets. Et le développement va suivre. Le franc CFA lui-même va mourir. Si tel est que tout le monde sait qu'on peut se lever, aller à la banque, obtenir du crédit, faire une activité, ne plus dépendre politiquement de quelqu'un ou de quoi que ce soit, les choses vont aller mieux. Et comme je l'ai dit, proposons à nos populations ce que nous voulons en lieu et place du franc CFA. Merci James Jaurès Sobossi. Valentin Dibochat. J'aimerais repartir dans les préliminaires des accords de Bretton Woods. Les préliminaires des accords de Bretton Woods, n'est-ce pas, disent que donc, les accords de Bretton Woods instaurent donc un système, n'est-ce pas, monétaire basé sur la libre convertibilité des monnaies et la fixité des taux de change. Libre convertibilité des monnaies. Et là, ça c'est ce qui est le général, l'idée générale. Et derrière maintenant, il y a eu des scellés pour maintenir les États africains. Et nous tous, nous devons repartir à ça. La libre convertibilité de la monnaie. Tant qu'une monnaie est garantie par une autre, c'est qu'il y a eu assujettissement et qu'il va falloir donc qu'il y ait affranchissement pour pouvoir retrouver son équilibre. C'est la première chose à faire. Modeste. Oui. Vous avez fini. Absolument. Merci. Vous m'avez emballé, dans ces suggestions-là. Je suis entièrement et totalement d'accord avec vous. Je crois que nous allons boucler donc cette première partie de l'émission Valentin Dibochat, puisque le temps qui nous est imparti, on l'a largement dépassé. C'est vrai que notre ami James Jaurès Sobossi va nous revenir encore sur ce plateau,
il y a autant de choses qu'il faut dire sur le plan économique. Nous allons le laisser partir pour permettre donc à Aristide Kanoussou de nous rejoindre sur le plateau pour que nous puissions développer le deuxième volet de cette émission, le volet consacré donc aux interventions des chefs d'État africains et de gouvernement sur les chaînes étrangères de radiodiffusion et de télévision. Ma connaissance est donc Alphonse Moïse Soudé. Je n'ai pas encore vu un journaliste béninois ou un journaliste africain qui a pris son téléphone et qui a joint le président français à l'Élysée pour lui dire « Monsieur le Président de la République, j'ai envie de vous interviewer ». Mais c'est avec une facilité déconcertante, avec une facilité que je n'arrive pas à comprendre, que de l'autre côté, les gens prennent le téléphone pour appeler nos chefs d'État et rapidement, nos chefs de l'État se mettent au pas. Et c'est sur une onde étrangère qu'on les écoute. Et eux-mêmes, ils sont heureux d'accorder une interview à Radio France Internationale, à BBC, British Broadcasting Corporation, Voice of America, Deutsche Welle. Oui, s'il vous plaît, mais qu'est-ce qui se passe? Non, vous savez, les chefs d'État africains sont préoccupés par leur image à l'international. Ils sont préoccupés par leur image à l'international. Ils ont été élus président de la République par les ondes étrangères là. Pour appâter qu'on appelle les investisseurs, ils ont besoin d'améliorer leur image sur les chaînes internationales. C'est très rare, hein? Bon, parce qu'on se dit on est au pays, on se connaît, non. Et ils préfèrent mettre des millions, on préfère payer 2 millions pour faire une simple interview à France 24 RFI que de venir faire une heure d'émission sur Golf et de donner quelque chose. C'est leur image à l'international. L'image à l'interne, ça ne les préoccupe pas. Ils savent comment gérer ça parce qu'ils ont leurs organes de presse à leur solde qu'ils peuvent manipuler à tout moment. Mais l'essentiel pour eux, c'est les institutions, c'est les PTF. Les PTF suivent les grandes chaînes. On va voir que les pays africains sont développés, mais ces chaînes-là ne mettent pas l'accent sur la souffrance des peuples africains, sur la misère. Nous sommes en pleine inondation. Vous avez déjà vu une chaîne française venir parler de ce que nous endurons quand vous êtes à Aquaport et que vous devez quitter votre maison dans une barque pour venir prendre Zim. Vous avez vu, vous n'allez jamais voir une chaîne en parler. Et cette chaîne-là vient, on va censurer. Même au Bénin, si une chaîne passe à une fois, 2 fois, on va appeler le directeur pour dire arrêtez ça. Donc, ils sont préoccupés par leur image. Ce que nous vivons, ce que nous endurcissons tous les jours, ça ne les intéresse pas. Eux, ils ont besoin d'avoir une belle image. Parce que quand vous voyez un Béninois qui vient en France, qui rentre au pays, mais ce qu'il vous dit, c'est différent de ce qu'il constate ici. Il me dit, mais pourtant, c'est pas ce que moi j'ai vu à la télé là-bas. C'est pas ce que j'ai vu à la télé. Il dit, mais c'est ce qu'on a voulu vous montrer, qu'on vous montre. Parce que si on associe les médias nationaux, ça ne passera pas. Parce que très peu de journalistes accepteront se faire manipuler. Très peu d'organes accepteront dire le contraire de ce que tout le monde voit. Mais le blanco en griffe, lui n'est pas là. C'est ce qu'on lui dit qu'il répète, c'est tout. Aristide Kanoussou, l'aide à la presse, je ne sais plus si cette aide à la presse est déboursée désormais des caisses de l'État béninois, puisque il y a plein d'organes qui ont bouclé la boucle, il y a plein d'organes qui ont fermé. La preuve, GOB Télévision, les antennes que nous connaissons qui servent de véritables émissions, qui servent les informations venant donc de l'intérieur du pays, vous savez aussi ce qui s'est passé à ce niveau. Mais alors, qu'est-ce qu'il faut faire véritablement? Quand les chefs d'État africains choisissent les ondes étrangères, vous avez écouté Alphonse Moïse Soudé, est-ce que c'est sur les chaînes étrangères qu'il faut aller soigner son image ou c'est sur une chaîne nationale qu'il faut parler à son peuple? Vous avez vu, Assimi Goïta n'accorde plus d'interview à Radio France. Il n'a jamais d'ailleurs accordé une interview à Radio France Internationale, encore moins à France 24. Mais pourtant, c'est sur la chaîne malienne que vous allez chercher les informations efficientes désormais, sur le Mali. Alors donc cela voudra tout simplement dire qu'il faut promouvoir les organes de presse sur le plan national que d'accorder des crédits, des dizaines de millions de francs CFA pour faire une interview de 2 minutes que véritablement d'aller s'asseoir sur France 24 pour parler pendant 25 minutes et payer 100 millions ou 200 millions de francs CFA pendant que les organes qui ont été créés et qui devraient bénéficier de soutien meurent véritablement. Et ça, c'est l'autre lot que vous connaissez, c'est dans la rue que les journalistes sont jetés, livrés à la mendicité parce que, il n'y a plus... Non, c'est cela. C'est fondamental, ce que je dis sur ce plateau et à ce micro. Oui. Modeste Anouanou, vous m'avez fait la facilité de donner la réponse à votre question. Et j'estime que je vais juste apporter une petite touche en disant que ce serait sous-estimer les potentialités des journalistes africains
que d'aller se confier essentiellement. C'est comme on a peur d'avoir un travail professionnel au niveau local. Mais qu'est-ce que vous faites pour avoir le professionnalisme? Qu'est-ce que vous faites? Est-ce que les organes aujourd'hui sont aidés, sont propulsés comme cela se doit? Vous avez parlé d'aide à la presse. Quand nous faisons un sondage aujourd'hui au Bénin, quel est l'état des lieux? Les organes de presse sont à genoux ou presque à terre. Alors, dans ces circonstances-là, les miettes qui sont jetées à quelques-uns, eh bien, après ça, on leur impose aussi des conduites. Donc, ce qui veut dire qu'ils ne sont pas véritablement libres dans leur ligne, ce qui pose un véritable problème. Alors, dans ce contexte-là, on pouvait donner les moyens à un organe local d'avoir une portée internationale. Et même ceux qui sont à l'échelle internationale n'auront que l'obligation de suivre les interviews exclusives. Quand vous commencez en tant que chef d'État par accorder une interview exclusive à un média local, vous obligez les autres à regarder cette chaîne-là. Vous obligez les autres à porter leur regard vers ce média-là. Mais quand chaque fois, vous devez courir pour appeler à des frais qu'on ignore toujours, pour payer des billets d'avion à des journalistes qui doivent venir et repartir des milliers de kilomètres d'ici et qui ont toujours la primeur de l'information que nous qui sommes ici, nous n'avons toujours pas et qu'on doit encore capter cette chaîne-là qui déforme chaque fois l'information pour aller regarder notre chef d'État en train de parler à un peuple qui est tout près de lui ici, et ça pose un problème. Ça pose véritablement un problème. Donc, quand est-ce que les chefs d'État vont prendre conscience du fait que la première chose à faire aujourd'hui, c'est d'injecter beaucoup d'argent dans les médias au niveau local pour les aider à se relever. Je parle du niveau local, je m'intéresse beaucoup plus au Bénin, à se relever et à avoir une portée. Avec l'évolution de la technologie aujourd'hui, il faut juste accompagner les médias avec les fonds nécessaires, les aider à étendre leurs médias sur les plateformes digitales, etc., les aider à encadrer tout ceci avec le matériel qu'il faut. Vous voyez, à la veille de l'indépendance récemment, c'est à la veille que moi, je passais par hasard devant l'aéroport et que je vois, on importait, on sortait de l'aéroport du matériel qui va être utilisé pour la couverture médiatique pour l'indépendance qui a eu lieu récemment, pour des matériels acquis bien évidemment pour la chaîne nationale. Vous imaginez qu'il faut attendre des événements du genre avant d'acquérir du matériel, ce qui veut dire qu'il y a un problème. Donc il faut faire un sondage. Même les médias privés en ont besoin. On a besoin d'être propulsés, on a besoin d'être soutenus. Alors financièrement, ce n'est pas le cas. Sur le plan matériel aussi, ce n'est pas le cas. Même les interviews aussi, vous nous privez de cela. Donc je pense qu'il y a un problème. Et ils sont conscients et on espère que ça va changer très tôt. Oui, on espère véritablement. Valentin Djibocha, oui, vous avez un vécu au niveau de la presse béninoise. Je ne vous ai jamais vu en France interviewer le chef de l'État français. De Chirac en passant par tous ceux-là qui lui ont succédé, Nicolas Sarkozy, François Hollande. Vous n'avez jamais pris votre portable pour appeler un chef d'État en France et il a décroché pour vous parler, Valentin Djibocha? En fait, j'ai ri quand vous avez posé la question. J'ai ri parce qu'on a affaire à un système qui nous utilise et une fois arrivé au pouvoir, nous écarte, et gère et s'en va. Je me rappelle, si vous voulez qu'on rentre dans les débats, on va rentrer dans la profondeur du débat. Oui, j'y tiens véritablement, Valentin Djibocha. Moi, j'ai eu la chance d'interviewer, par exemple, le président Patrice Talon. Le jour où il a déposé son dossier de candidature à la Sénat, Golf Télévision était la seule chaîne à l'avoir pris en direct. Et vous vous rappelez très bien de quoi je parle. Oui, Valentin Djibocha. On a été coupé 4 fois au cours des campagnes passées, de 2015 à 2016. 4 fois. Parce qu'on a décidé, n'est-ce pas, de diversifier les intervenants. On a décidé de dire la vérité à travers les éléments que nous ramenons. Forcément, on a dit qu'on ne fait pas un travail pour faire l'apologie, n'est-ce pas, d'un camp, mais il faut ouvrir la vanne, il faut ouvrir le micro aux opposants. On était pratiquement les seuls à avoir fait ce travail-là en 2016. Je ne parle même pas de Golf Télévision en tant que chaîne. Je parle d'abord de ce que nous avons fait comme travail. Alors, au lendemain des élections, qu'est-ce qui se passe? On n'avait plus la facilité de rencontrer donc ces candidats pour qui on a pourtant travaillé tout le temps. Et à partir de ce moment, on était là
Et un matin, j'ai l'impression que lorsque nos chefs d'État entendent Christophe Boisbouvier, ça leur fait un tic dans la tête. Un monsieur, Christophe Boisbouvier, qui se prend pour le spécialiste de la question de l'Afrique. Question africaine, c'est-à-dire que c'est lui quand... Vous pensez que ça c'est... Je ne comprends pas. Il n'est pas africain et il est spécialiste des questions africaines. Un chef d'État veut atterrir voilà en France... quelqu'un qui a la nationalité française et qui vient dire que lui, il est spécialiste des questions africaines. Au bout des doigts. Non, en fait, il ne maîtrise pas l'Afrique. C'est ce qu'il dit. Ça fait partie des instruments que le Quai d'Orsay utilise pour atteindre ses objectifs. Au fait, les interviews ne sont pas négociées par RFI, ni par France 24, tout ce que vous savez, TV5 qui peut-être est en décrépitude actuellement. Ce n'est pas eux qui négocient les interviews. Christophe Boisbouvier n'est qu'un instrument qu'on dit, bon, il ne connaît même pas le prix de son billet d'avion. On lui dit juste que, bon, tu vas en Afrique demain, c'est tout. À partir de ce moment, comment ça se passe? Tout se décide au Quai d'Orsay. Tout se décide là, qui on doit interviewer. Au ministère des Affaires étrangères. Absolument. Ouais. Non, d'abord, à la présidence. À la présidence, à l'Élysée d'abord. À l'Élysée, puis au Quai d'Orsay. Donc, vous avez affaire à un système qui contrôle nos chefs d'État. C'est toujours dans la suite de l'instrumentalisation de l'Afrique. Comment un chef d'État qui a fait campagne dans son pays, qui a été accompagné par les médias locaux, et qui, au lendemain de son élection, décide de ne pas parler d'abord, et au moment où il veut parler pour la première fois, décide d'offrir son interview à une chaîne française. C'est totalement le contraire qui devrait être. Et donc, vous allez comprendre que le colonisateur ou le néocolonisateur, peu importe son nom, continue de maîtriser la chose, même la parole du premier des nationaux. Je ne comprends pas. Faites l'effort aujourd'hui, adresser une lettre à la cellule de communication de la présidence pour dire, bon, j'aimerais faire une interview au chef de l'État à l'occasion du 1er août. Et regardez si la lettre aura une suite. D'abord une suite, hein? Une suite. Et ça, ce n'est pas... C'est pareil dans les pays africains. Donc, deuxième chose, deuxième partie de l'analyse, qu'est-ce qu'on fait pour que les médias africains vivent, béninois en particulier? Prenons l'exemple. Alors, nous sommes partis d'un système, nous sommes partis en 2016. En 2016, au moment où venait ce système, la presse était plurielle et libre. Alors, au fur et à mesure, moi, je vois des choses qui m'écœurent. Si j'étais promoteur d'une chaîne, vous n'allez jamais enregistrer une émission sur une autre chaîne et venir passer sur ma chaîne. Quoi qu'en soit la nature du contrat, ça ne se passera pas. Ce n'est pas possible. C'est d'abord une façon de narguer la chaîne, de narguer les journalistes qui y sont. C'est comme s'il n'y a pas de la matière grise et que donc on peut se permettre au nom d'un contrat de passer d'une chaîne à une autre. On enregistre une émission sur une chaîne. Mais ce n'est pas possible. À la rigueur, il faut qu'il y ait la présence d'un journaliste de cette chaîne-là pour qu'on puisse laisser passer cette émission. Mais c'est dit, je me demande si soit nous sommes encore au Bénin ou nous ne le sommes pas. Non, nous sommes des... Mais jusqu'à nouvel ordre, et moi je pense qu'on peut penser avoir maîtrisé la parole. Je le dis, je le répète, la parole elle est comme l'eau. Si vous la coincez, elle finit par se frayer un passage. Et à partir de ce moment, elle détruit tout sur son passage et elle se trouve un chemin. Donc, je pense qu'il va falloir que nos présidents, nos chers présidents, nos pères de nos nations, les pères de nos nations, comprennent que le développement de leur continent ne passera pas par une chaîne française, par exemple, pour les pays qui ont été colonisés par la France. Parce que Christophe Boisbouvier, aussi fort qu'il est, il ne peut pas facilement appeler un président russe pour lui faire interview. Ce n'est pas possible. Il ne sait même pas qui on appelle Christophe Boisbouvier, ce n'est pas son problème, lui. Donc, c'est-à-dire qu'il va falloir que nous... Bon, j'ai donné ce nom-là, hein, ils sont un peu... Non, ils sont quelques-uns, là, au niveau de cette chaîne française. Dès que le chef d'État apprend que c'est Christophe Boisbouvier, il se met au garde à vous et lui donne donc l'interview. Je l'ai regardé le jour où il était venu au Bénin pour interviewer, pour faire cette émission avec cette dame. J'ai suivi cette émission au moins 40 fois. Et il y a des moments où je suis l'intervention de mon chef d'État. Il y a des moments où je m'intéresse à la posture de ce journaliste-là qui est venu avec une dame qui l'a pratiquement phagocyté sur le plateau. Sa posture lorsqu'il interviewe nos chefs d'État, il se met comme au-dessus, n'est-ce pas, de nos chefs d'État parce que oui, on lui a fait tapis rouge. Vous voyez, moi j'aurais voulu par exemple qu'on nous mette en
compétition avec ces journalistes européens. On va voir de quoi ils sont capables. Non, Valentin. Dans les écoles, on ne les voit pas quand on va dans les écoles. Valentin, Envoyez 10 Béninois en France pour faire du journalisme dans une école de journalisme et mettez 10 Français à côté d'eux. Je vous assure, les 5 premières places seront occupées par des Béninois. Non, il faut dire les 10 premières places seront occupées par les 10 Béninois. C'est ça véritablement. Mais qu'est-ce qu'on veut nous vendre? Non, on les pratique dans les... Comme on dit, dans les grands événements. C'est pour dire qu'au-delà de tout ça, en réalité... J'ai souvent dit à ceux qui veulent l'entendre que je peux m'habiller en rayon, mais quand l'heure sonnera pour véritablement aller au charbon, je sortirai toujours l'as de pipe pour faire la différence. C'est donc dire que dans nos têtes en Afrique, nous avons des têtes suffisamment bien faites et non des têtes remplies. Non. Nous sommes des valeurs que nos chefs d'État doivent promouvoir aussi. C'est-à-dire que nous voulons de quelque chose de son contraire. Qui parlera mieux du Bénin si c'est pas le journaliste béninois. Moi, je ne me vois pas en train de concurrencer un journaliste français sur des affaires de France. Ce n'est pas mon souci, moi. Mais prenons le Bénin. Je ne le vois pas. Je dis qu'on amène un journaliste de France pour venir me challenger sur des sujets qui concernent mon pays ou même l'Afrique. Franchement, je pense qu'il aura de la matière. Il aura du pain sous le madrier et non sous la planche. Parce que là, je suis dans ma matière. Et si on est dans notre pays, je pense que c'est à nous-mêmes de... On dit souvent, je paraphrase un adage fort qui dit « C'est vous-même qui donnez de la valeur à votre fétiche pour que les autres le respectent. » Vous comprenez? C'est nous qui vendons notre pays. Et je ne vois pas un Français vendre mieux le Bénin qu'un Béninois. Valentin Djibocha, merci. Vous avez été formidable. Oui, Léonard Sonaïpon. Moi, je pense que déjà, il faut regarder la disponibilité de ces chaînes-là par rapport aux nôtres. Vous prenez une chaîne comme RFI, c'est une chaîne que vous pouvez suivre à Kouandé, que vous pouvez suivre à Toukoutouna. Qui l'a permis? Mais de façon claire. Qui l'a permis, mon frère? De façon claire. Alors que, quand vous prenez nos chaînes, d'abord, elles n'ont pas une portée nationale. C'est une seule chaîne, la chaîne nationale, qui a une portée nationale. Encore que, dans certaines régions du Bénin, on n'arrive même pas à capter cette chaîne-là. Et donc, aujourd'hui, c'est avec aisance que ces journalistes-là ont une facilité donc, à aller débaucher ces interviews-là. Encore que, c'est vrai, Valentin le disait tout à l'heure, c'est l'État français qui demande en quelque sorte ces interviews-là. Et quand on sait notre rapport de force, le rapport de force que les États africains ont avec la France, mais c'est très rapidement qu'on donne ces interviews-là. Aujourd'hui, véritablement, quand vous soumettez des demandes donc, pour avoir des interviews, ça n'a jamais de suite. Même l'accès aux sources institutionnelles, qui est un droit, constitutionnellement et acquis. même dans le sillage de l'information, aujourd'hui, ça pose problème. Vous voulez avoir des informations sur un aspect donné, vous allez au ministère de l'Intérieur, vous allez aux différents ministères, mais il y a une difficulté manifeste pour avoir les informations. Et dès qu'il y a des rumeurs, dès qu'il commence pas à avoir des supputations, c'est en ce moment-là que vous allez voir les autorités sortir pour démentir. Et ils sont toujours et constamment dans cette posture-là, alors qu'au préalable, il y aurait peut-être eu des médias qui sont venus, qui se sont approchés de ces autorités-là, qui ont dit « Nous voulons savoir ce qui se passe sur tel sujet, mais ils restent insensibles, ils restent dans un mutisme qui ne dit pas son nom. Et c'est ce à quoi on assiste généralement. Les sources d'information au Bénin sont mortes. Quand vous voulez avoir de l'information institutionnelle, mais c'est compliqué. C'est de la mer à boire. Et aujourd'hui, il faut véritablement qu'on puisse résoudre ce problème. C'est vrai que les chaînes étrangères ont généralement l'exclusivité. Comment on peut comprendre qu'une information, la chose se passe au Bénin, et que ce soit un média de la France ou bien de notre pays qui l'annonce en premier, alors qu'il y a les médias de ce pays-là, les médias de proximité qui sont là. Mais c'est incompréhensible, c'est inadmissible. Le monsieur qui est, par exemple, à Banikwara, qui a sa chaîne, il y a des chaînes de proximité, mais ne comprend pas forcément français. Normalement, il devrait avoir accès aux sources d'information. Mais eux, c'est même pas, on les connaît même pas.
Donc, difficilement, si eux, ils demandent une interview ou bien ils appellent la cellule de communication du ministère, je ne sais pas moi, de la Santé, ils n'auront jamais l'interview. Encore qu'aujourd'hui, on regarde la taille du média déjà pour vous accorder une interview, alors que cela ne devrait pas être le cas si vous êtes journaliste et que vous avez les aptitudes, vous avez l'accréditation ou bien vous avez la fonction de journaliste et que vous demandez une information, peu importe l'endroit, on devrait vous la donner sans véritablement sourciller. Mais aujourd'hui, ce à quoi on assiste, mais c'est de l'aberration. Soit on fait un travail qui est du journalisme, soit on ne le fait pas. Et aujourd'hui, véritablement, ce à quoi on assiste, c'est que nos autorités ne nous permettent pas, ne nous facilitent pas la vie. Si on doit aller dans la supputation, si on doit aller dans les rumeurs, avant qu'on ne fasse des démentis, mais à qui on cause du tort? Parce que quand on fait des rumeurs, automatiquement, les chaînes internationales, les radios, les médias qui sont à l'étranger prennent le relais et ventillent cette information-là, alors peut-être qu'elle est fausse. Il faut véritablement essayer de quadriller, de résoudre ces différents problèmes à travers un diagnostic bien profond. Oui, je vais rebondir sur mon ami, Alphonse, qui est toujours à ma gauche ici. Alphonse, vous êtes journaliste de formation également. Vous avez pris l'habitude aussi d'interviewer. Mais pourquoi en Afrique, quand vous voulez interviewer un ministre, dans 2 mois, vous n'avez pas encore le quitus pour l'interviewer? Et pourquoi, quand de l'étranger, on appelle ce ministre-là sur son portable et on lui dit qu'on veut l'interviewer, tout travaux cessant, il accorde l'interview? Vous savez, il y a quoi dans la tête des Africains? Le journaliste étranger obéit rapidement aux conditions qu'on lui impose. Parce qu'il y a des informations qui lui échappent. Il n'est pas sur le territoire. Il se contente de l'information officielle qu'on lui donne. Donc, il travaille à partir de l'information officielle. Mais le journaliste béninois, qui est un journaliste d'investigation, au-delà de la vérité officielle, parce que j'ai toujours dit, on va vous enseigner dans les écoles de journalisme, la vérité officielle, elle est construite. Elle est construite. Donc, le bon journaliste, il va au-delà de la vérité officielle. Les hommes politiques béninois savent, ils savent de l'Afrique, ils savent que c'est la presse qui fait et défait les chefs d'État. Et moi, je dis, j'ai vu aujourd'hui mon pays en matière de presse, on a reculé. Moi, j'ai vécu au Sénégal, j'ai fait ma formation au Sénégal et j'ai vu comment la floraison, la presse là-bas, il y en a. C'est que vous ne chômez pas. Que ce soit la presse écrite, que ce soit la presse audiovisuelle, il y en a. Mais moi, j'ai un pincement de cœur quand je parle de la presse béninoise. Parce que j'en ai été victime. J'en ai été victime, vous savez. On nous prend pour des hommes sans valeur, c'est ça, c'est fondamentalement ça. Valentin, là, je ne vais pas revenir sur ça, 2015-2016. J'ai officié sur une chaîne de radio, une chaîne de télévision, je sais ce que ça veut dire. J'ai eu la possibilité, parce que, ayant parlé des pays africains, j'ai eu la possibilité d'être appelé par des ministres africains pour dire attention à ce que tu dis. Mais depuis un certain temps, les présidents africains n'aiment pas la vérité. L'information, elle est différente de la communication. Absolument. Il faut qu'on se dise, l'information, elle est différente. Si vous voulez faire de la communication, d'accord, vous signez un contrat de communication avec, mais vous ne pouvez pas empêcher un journaliste africain parce qu'il va vous dire la vérité. Moi, j'ai suivi l'interview dont parle Valentin. Écoutez, je ne suis pas prétentieux, mais j'ai dit, Boisbouvet est passé à côté. Il y a ce qu'on appelle des questions de relance qui n'a jamais posé parce qu'il n'a pas les données. Quand il est un journaliste étranger, on peut le manipuler facilement parce qu'on lui fait un dossier. On lui fait un dossier et c'est à partir du dossier qu'il fait son protocole d'interview. J'ouvre une petite parenthèse pour vous dire qu'il y a des journalistes béninois qui ont contesté des déclarations des ministres au Bénin et qui ont été envoyés devant la justice. Mais oui, vous savez, donc j'ai suivi. Voilà. C'est pas parce qu'il est français qu'il est le meilleur journaliste, non. C'est pas. Il est peut-être spécialiste des questions. Vous savez, il faut que nos hommes politiques comprennent que nous devons faire la promotion de notre presse. Nous devons faire la promotion des journalistes. Moi, je respecte les journalistes béninois. Il y en a de têtes très fêlées. Il y a des gens de très bons journalistes, mais malheureusement, qui ne sont pas exploités, qui sont garés parce que le langage franc qu'ils développent, moi, écoutez, pendant longtemps, j'ai été déclaré persona non grata sur des chaînes de télévision et de radio béninoises, mais ça ne m'a rien dit. Parfois, je vais sur des chaînes, je fais l'émission, ça ne passe jamais. Ça ne passe jamais. On ne peut pas
tout le temps à entendre le même son de cloche. Encore que nous vivons tous à Cotonou, donner la possibilité aux gens, donner la possibilité au peuple d'avoir deux informations différentes et de comparer. Et on saura qui dit la vérité, qui ment. Mais on préfère étouffer. Parce qu'on m'a invité Modeste, peut-être avec Valentin, faire une interview au chef de l'État. On va vous donner peut-être 500 000 millions. Mais quand on a déplacé l'autre, parce qu'on sait que lui, il y a des choses qu'il ne peut pas faire. Et il nettoie l'interview. Il nettoie l'interview parce qu'il ne maîtrise pas les réalités. Tous les pays africains, quand moi je suivais Africa 24 avec la chaîne de Nemali, c'était comme ça. Les présidents, ils viennent, ils disent ce que tout le monde sait. Mais ils arrangent les choses. Mais quand vous allez dans la réalité, on constate que ce n'est pas ça, je crois. Encore que Africa 24 n'est pas une chaîne africaine. Encore que maintenant, il va falloir que les hommes politiques sachent qu'ils ont besoin de la presse. Que ce soit au niveau national, au niveau international. Nous devons promouvoir, donner la possibilité aux chaînes béninoises, par exemple, d'être suivies un peu partout dans le pays. On a les moyens. Nous avons la HAC qui peut aider à ça. Parfois, on dit, mais vous avez dit que vous ne devez pas dépasser Boycon. On vous suit à ça. Par conséquent, on vous traque, on vous empêche de parler. Ce n'est pas possible. Tant que nous n'allons pas. Parce que moi, je dis, aucun journaliste français n'est plus intelligent que moi. Il est intelligent pour les Français. Moi, je suis journaliste béninois et je maîtrise les questions de mon pays. Il maîtrise les... Mais on ne peut pas dire que le journaliste français est meilleur. Allez dans les écoles. Allez dans les écoles. Quand vous allez dans les écoles, ils sont battus à plate couture parce qu'eux, ils se disent, bon, je finis, je vais trouver un boulot parce que je vais faire mon job. Mais toi, tu finis, tu viens chez toi. Parce qu'on t'a écouté une fois, deux fois, on dit, mais lui, là, il ne faut plus l'inviter. Donc, il va falloir que les Africains prennent conscience. Moi, j'ai dit un jour, quelqu'un qui me disait, écoutez, toi, tu n'aimes pas porter costume pour aller sur les plateaux. J'ai dit, le jour où je vais voir un journaliste français, interviewer un président africain en tenue africaine, je vais porter costume pour aller sur les plateaux. Valentin Dibocha, eh bien, l'émission tire à sa fin. Votre mot de fin, s'il vous plaît. J'aimerais dire, en fait, ceux qui tuent le journalisme, ce sont nos propres confrères, qui sont dans les grâces. Et vous torpillez. Ceux qui sont dans les grâces, ils ont voulu régenter la parole. Ils ont cru que la communication peut être confondue à l'information. J'aimerais que ces gens-là se rappellent que, on dit enfant que c'est l'arbre par lequel tu es passé pour aller en haut. Il faut prendre la décence de repasser par le même arbre. Mais cette fois-ci, l'arbre se déplacera. Donc vous allez faire une chute libre. C'est-à-dire, il faut se rappeler d'où on est parti. Il faut se rappeler, lorsqu'on dit que Reporters sans frontières a publié ses résultats, ses enquêtes et que le Bénin a été déclassé, mais c'est une réalité. C'est une réalité. On ne peut pas développer un pays en empêchant les médias d'exercer leurs fonctions. En fermant des radios et télévisions. Je pense qu'on ferait mieux de laisser l'information nous parvenir pour nous aider à prendre des décisions conséquentes. Donc je pense qu'il y a un rôle que les médias doivent jouer. Vous voyez même la démocratie, lorsqu'on fait les sondages sur la démocratie en Afrique, elle meurt parce que les médias se meurent. Et donc nous, on continue de ne pas trahir la mission. Et je pense que nous ne sommes pas là non plus pour nuire à quelqu'un, mais nous sommes là pour aider les gens à prendre les décisions les meilleures. Il y a de l'eau à Soava qui empêche les enfants d'aller à l'école. Il faut avoir le courage de le dire sur un média pour que le ministre de l'enseignement primaire et secondaire ou les ministres des deux ordres de l'enseignement comprennent qu'il y a difficulté quelque part là-bas. Pas forcément ce que leurs agents de renseignement ou bien leurs émissaires ne leur diront pas, ne leur décriront pas l'ampleur des dégâts. Mais nous, on a la capacité de leur exposer l'ampleur des dégâts, ce qui les amène à avoir l'information avant de descendre sur le terrain. Il va falloir qu'on comprenne qu'on n'est pas là pour détruire la citadelle, mais pour aider à bâtir, n'est-ce pas, la cité. Oui. Léonard Sonaïpon, votre mot de fin, puisque l'émission est complètement et totalement terminée. Moi, je dirais que même quand on invite ces journalistes locaux pour des interviews, ce sont des fiches toutes préparées. On vous dit les questions que vous devez poser. Et donc, il faut qu'on sorte des sentiers battus. Des sentiers battus, de ce carcan dans lequel on nous a mis et véritablement s'extérioriser. Alphonse Moïse Soulé, votre mot de fin, s'il vous plaît. Je vais exhorter les confrères à l'endurance, parce que ce n'est pas facile d'être journaliste au Bénin par les temps qui courent. Ce qui est sûr, le temps arrivera où chacun va payer pour ses péchés. Oui. Bon, moi, je dirais par exemple, quand nous n'avons pas l'exclusivité de l'information au Bénin, quand les organes de presse n'ont pas le matériel nécessaire pour faire la couverture comme cela se doit, la faute est à qui? La faute est à nos gouvernants. Vous voyez comment on a dissous l'agence Bénin Presse, alors qu'en France, l'AFP
trouvent des financements chaque année de la part du gouvernement. Ici, on dit aux agents de l'AFP de venir proposer des choses pour qu'on puisse réfléchir sur comment ils vont faire de la rentabilité. Ce n'est pas de la communication, c'est de l'information que l'ABP fait. Donc, si on leur dit de venir proposer des choses pour que ça soit plus rentable, ça veut dire qu'on veut transformer l'information en communication. Donc, on n'a pas donné la possibilité à ces agences-là de faire le travail et de donner de l'information à tout le Béninois, même dans les villages et les hameaux. C'est ça le véritable problème. Oui, mon ami Kiminou Missou m'a envoyé un message hier. Il est aujourd'hui à l'agence angolaise de presse Angop. M'a demandé des informations sur le Bénin que je le lui ai envoyé. Ça veut dire que chaque pays a une agence véritable qui permet à cette agence-là de véhiculer les informations efficientes sur sa République. Voilà, madame, monsieur, ce sera l'essentiel qu'il faut retenir sur ce samedi 8 octobre 2022. Toute l'équipe de réalisation de l'autre côté de la baie vitrée, nous autres également sur ce plateau, notre invité de tout à l'heure, il n'est plus avec nous, c'était bon, il n'est plus avec nous, il a quitté ce plateau. Excusez-moi. Ce sera donc l'essentiel tel que je l'ai dit tout à l'heure. On vous remercie pour avoir accordé une attention particulière à cette émission. Nous n'avons pas eu la prétention d'avoir servi tout le monde. C'est vrai que nous avons heurté des gens, c'est vrai que nous avons titillé des gens jusqu'au fond, mais pardonnez-nous, il était question que nous disions la vérité sur ce plateau. Merci d'avoir été des nôtres. On prend rendez-vous pour demain matin et ce sera donc à partir de 8h, 7h, temps universel.